Je vais me présenter un petit peu, alors c'est peut-être écrit un petit peu petit. Je m'appelle Laurent Grangeau, je suis Solutions Architect aujourd'hui chez Google. Pas du tout dans le quantique, je fais un gros disclaimer. Moi, ce que je fais, c'est je design des solutions par rapport à des besoins clients. Et en gros, mon plus gros sujet en ce moment, c'est comment faire tourner de l'IA dans Kubernetes. Vaste sujet. C'est ultra intéressant, mais c'est ultra compliqué. C'est open source, donc si vous voulez aller voir le repo GitHub, c'est AI on GKE. Amusez-vous bien. Et il y a plein de choses dedans. Typiquement, j'en discutais encore avec le staff. En ce moment, je suis en train d'essayer de déployer AlphaFold 2 sur Kubernetes. À côté de ça, je fais pas mal de conférences, je fais pas mal de choses sur Open Classroom. J'ai sorti il y a un petit mois, je fais un peu de pub aussi, j'ai sorti il y a un petit mois un cours sur Kubernetes sur Open Classroom. Allez le voir si vous voulez apprendre ce que c'est Kube. Je donne des cours dans les universités, je suis responsable de Meetup sur Paris. Bref, je fais pas mal de choses. Et le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est un sujet qui, moi, me tient à cœur parce que j'adore tout ce qui est infiniment grand et infiniment petit. Donc tout ce qui est Big Bang, cosmologie, etc. Et évidemment le quantique. Gros disclaimer, c'est que je ne suis pas physicien. J'ai fait comme vous de l'approche quantique quand on était en école, mais bon, ça reste entre guillemets assez basique. Mais on va essayer ensemble de voir comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qui m'a amené à faire ce talk-là? En gros, à chaque fois qu'on parle de quantique, on dit voilà, il y a les algorithmes de Shor qui vont casser toutes les clés RSA du monde. Vous allez voir, ça va être génial. Je suis OK, pas de souci, je comprends le principe, mais comment ça fonctionne derrière? Comment on peut faire pour encoder de l'information? Comment on peut faire pour faire tourner des algorithmes? Comment ça fonctionne un processeur quantique? Et tout ça m'a amené à essayer un petit peu de creuser le sujet et d'en faire une conférence. Mes connaissances s'arrêtent assez rapidement. On va essayer de ne pas trop aller dans le détail des mathématiques, parce que même moi, j'y comprends pas grand-chose. Donc aujourd'hui, on va parler quantique. Et pourquoi on parle quantique? Alors je regarde l'écran de temps en temps, parce qu'il s'avère que sur ce que j'ai sur l'écran et ce qui est affiché là, des fois ça change. Donc des fois, je parle sur des choses qui ne sont pas à l'écran. Pourquoi on va parler quantique? On ne va pas parler de cet magnifique appareil, je ne sais pas si vous connaissez, le Healy. Si vous avez vu une vidéo de Deus Ex Silicium, c'est un appareil qui est vendu 1500, 3000, 5000 balles, je ne sais plus, et qui, selon les ondes quantiques, permet de guérir le cancer. On ne va pas parler de ça. On ne va pas parler aussi de ce petit buzz qu'il y a eu là cet été ou en début d'année sur la crème quantique qui permet justement de réparer la peau, etc., qui est pareil, c'est pas du tout ça. Non, quand on va parler quantique, on va parler de ce gros truc-là, qui est, là pour le coup, c'est pas un ordinateur quantique, c'est juste la tour de refroidissement. L'ordinateur quantique est juste en dessous, là, au niveau des câbles, mais on va parler de tout ça. Hop. Alors pourquoi on parle de quantique? Je vous ai expliqué parce que depuis, on va dire depuis le début de l'année, il y a eu des gros mouvements, des grosses annonces sur le quantique au niveau des startups françaises, typiquement Alice et Bob, OVH, Candela, etc. Et moi, ça m'a intéressé. Je me suis dit, bon, OK, on en est où du quantique? Ça fait 20 ans qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on est arrivé à faire? Comment ça fonctionne? Et du coup, j'ai commencé à vouloir creuser le sujet. Vous avez peut-être vu passer ça il y a 2-3 ans. On a annoncé Google ce qu'on appelle la suprématie quantique. C'est quoi? C'est on a réussi à avoir un algorithme qui est plus rapide en quantique qu'en informatique traditionnelle. D'accord? Donc ça veut dire que par exemple pour casser les clés RSA, on est beaucoup plus rapide pour casser les clés RSA plutôt que d'être passé par du brute force ou quoi que ce soit. Donc on a annoncé ça. OVH aussi a annoncé en début d'année qu'ils avaient installé leur premier ordinateur quantique avec Candela. Et donc du coup, voilà, il y a beaucoup d'annonces qui se passent. On a annoncé en juillet 2023 aussi qu'on a refait une nouvelle expérience sur la suprématie quantique. On a annoncé aussi nos processeurs. Je crois que le processeur physique qu'on a, c'est le Sycamore qui contient 72 qubits. On en parlera un petit peu plus tard. Et aussi, on a des choses comme Alice et Bob. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une start-up française qui essaye de résoudre un problème qu'on a dans le quantique, c'est ce qu'on appelle la décohérence quantique. Je vais y revenir plus tard. Et Cocorico, c'est français. Et Cocorico, on a le record du monde du qubit qui tient le plus longtemps avant la décohérence quantique, qui est d'à peu près 10 minutes.
ce qui a l'air ridicule, mais ce qui est extrêmement long dans l'univers quantique. Et enfin, côté Paris, on a côté station F, ce qu'on appelle le lab quantique. C'est plein d'entreprises qui sont associées pour essayer de trouver de résoudre des challenges sur le quantique. On a donc Pascal, OVH, on a EDF, Thales, Candela, Alice et Bob et d'autres. Bref. Donc du coup, ça faisait beaucoup d'annonces au début d'année. Je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui se passe en ce moment, peut-être creuser le sujet. Et du coup, j'ai commencé à regarder. Alors, avant de parler tout de suite quantique, je vais passer un petit peu de temps pour un peu revenir aux sources. Typiquement, moi j'ai fait une école d'informatique, j'ai fait un DUT avant de faire mon école d'informatique, et un DUT en électronique. Et ce genre de choses-là, moi j'en ai bouffé pendant 2 ans. Mais à très, très forte dose. Et avant d'arriver à ce genre de CPU, donc voilà, qui fait pas mal de choses, on est avant passé à ça, donc des schémas un peu plus simplifiés en électronique. Donc vous voyez, ça c'est une représentation du premier PC, donc le Intel 4004 dans les années 70. Donc on retrouve l'ALU, le control unit, etc., etc. Avant ça, on est passé par des additionneurs. Donc ceux qui ont fait de l'électronique, je pense que ça vous parle. Et avant ça, évidemment, on a commencé à travailler sur les transistors. Les transistors, voilà, vous en avez 2, PNP et NPN. Pour ceux qui ont fait l'électronique, c'est 2 façons de faire un transistor différent, mais la finalité est la même. Ça veut dire que on laisse passer ou non du courant. D'accord ? Et c'est comme ça que, par convention, on dit soit on n'a pas de courant et c'est 0, soit on a du courant et c'est 1. Donc avant d'arriver à un CPU comme on a maintenant avec les Apple ARM 4, M4, là, etc., il faut commencer au transistor. Et on va essayer de faire ça aussi dans le quantique. Donc en gros, je vous ai dit, au niveau des transistors, on a un bit, donc c'est soit un 0, soit un 1. On laisse ou non passer du courant et on a soit un 0, soit un 1. Par-dessus ces 0 et ces 1, on a eu des recherches dans les années 70 sur des algorithmes dont Shannon, je ne sais pas si ça vous parle, Shannon, mais en gros, Shannon, c'est ce qui a donné l'informatique moderne. C'est grâce à lui qu'on a pu prouver que l'information pouvait être encodée par échantillonnage avec des 0 et avec des 1. Donc grâce à Shannon, on a pu commencer à travailler sur des PC comme ça, et on a commencé à, au-delà du bit, au-delà du transistor, à fabriquer des portes logiques pour manipuler ces bits-là. La première porte logique, la plus simple, c'est une porte non. On a un 0 en entrée, on a un 1 en sortie, on a un 1 en entrée, on a un 0 en sortie. Ce que vous avez à droite, c'est ce qu'on appelle une table de vérité. Donc c'est vraiment la table de la porte logique. Et je ne vais pas passer toutes les portes logiques, mais en gros, on en a fait plein. Des portes logiques à 2 bits. Voilà, on mélange un petit peu les mix 0, 0, ça fait 0, 1 et 1, ça fait 1, etc. Donc on a une porte et, on a une porte ou, on a une porte non et, non ou exclusif, non ou exclusif. Okay, donc on a commencé à faire mumuse avec tout ça et à fabriquer des petits composants. Donc là, pour l'instant, vous voyez qu'on n'est vraiment pas du tout dans ce qu'on peut faire tourner, un Mac sur un Mac. On est globalement au niveau du bit. Ensuite, grâce aux portes logiques, on a pu aller un petit peu plus loin, créer des circuits logiques. Donc là, vous avez un exemple de bascule D. Même principe, ceux qui ont fait de l'électronique, ça devrait vous parler. Moi, j'en ai mangé à haute dose aussi, et à comprendre, c'était pas si évident que ça. Vous avez un histogramme sur le côté, là, avec la fréquence d'horloge, donc vous voyez en haut, tout ce que vous avez en entrée, donc le fameux D, et la sortie en rouge. Et vous voyez que sur le schéma, vous avez D en haut et Q et note Q, qui est l'inverse de la sortie, sur le schéma, à droite. Et évidemment, on a aussi d'autres bascules, la bascule JK, qui est un peu plus complexe. Mais vous voyez qu'on commence à pouvoir manipuler des bits et à pouvoir manipuler des fréquences d'horloge pour faire des choses. On a des circuits logiques. Là, c'est un exemple de circuit qui fait un additionneur complet. Donc, vous avez 2 entrées A, B, la retenue avec C in, et en sortie, le S, vous avez l'addition, et le C out, c'est une retenue qui va pouvoir être injectée dans un autre additionneur. Pardon. Donc, vous voyez la table de vérité aussi, vous pouvez faire les calculs, normalement tout fonctionne. Suite à ça, donc suite au circuit logique, on est monté sur des choses un petit peu plus compliquées. Typiquement, là, c'est ce qu'on appelle un UAL ou un ALU en anglais.
Donc une unité d'arithmétique et logique, c'est ce qui vous permet de faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions dans vos CPU. Même actuels, vous avez un ALU qui permet de faire justement toutes ces additions, soustractions, etc. au niveau des bits pour pouvoir avoir des manipulations de bits. Et typiquement, cet ALU-là, donc c'est le petit truc en rouge, il est inclus dans une puce un peu plus grosse, avec des registres, avec des accumulateurs, avec des instructions et des bus, pour pouvoir faire un premier microprocesseur, ou enfin là pour le coup c'est un microcontrôleur, et ensuite des microprocesseurs. Donc vous voyez qu'on a eu tout un cheminement pour arriver là où on en arrive aujourd'hui, et ça, on n'a pas créé ça de toutes pièces. En tout cas, on a eu un petit peu de temps. J'en profite pour faire de la pub, je ne sais pas s'il est dans la salle, mais vous avez Olivier Hubert qui est en ce moment sur la conférence, qui a fait une conférence sur comment créer son propre GPU, graphique process unit. Et moi j'ai découvert Olivier avec construire son propre processeur 8 bits from scratch, où il explique comment fonctionne un CPU et comment on peut refaire la chose. C'est disponible sur YouTube, donc si vous voulez aller le voir, il n'y a pas de souci. Sinon, allez lui parler aussi, il est très abordable et très intéressant. Du coup, tout ça pour dire qu'on en est arrivé à quelque chose d'un peu plus complexe. Et là, on va commencer à attaquer un peu le dur du sujet. Pourquoi je vous ai fait ce petit rappel-là? C'est juste pour vous montrer un petit peu qu'on est passé du bit à des portes logiques, à des circuits logiques et à des processeurs. On va essayer de refaire la même chose avec le quantique et je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors un qubit, c'est quoi? J'ai pris la définition de Wikipédia. C'est un système quantique à deux niveaux qui représente la plus petite unité de stockage d'informations quantique. D'accord? Ces deux niveaux-là sont notés ket, on appelle ça ket 0 et ket 1, qui représentent chacun un état de base de qubit et en font donc l'analogue quantique du bit. Jusque-là, tout va bien. Il y a des 0, il y a des 1, il n'y a pas de souci. C'est fortement compréhensible. Il n'y a aucun problème. Du coup, si maintenant on s'intéresse un petit peu aux mathématiques derrière, un ket 0 et un ket 1, ça peut être représenté comme une matrice de deux vecteurs. Donc ket 0, c'est un 1, 0, et une matrice ket 1, c'est 0 et 1. Pourquoi je vous montre ça? Parce que pour comprendre certaines choses dans le quantique, on va devoir passer par des mathématiques. Et normalement, on fait des manipulations et des équations avec des matrices. Et pour ceux qui ont fait des maths avec des matrices, ça va vous rappeler des souvenirs. Vous allez voir, ça va être rigolo. Donc un qubit, c'est représenté comme ça. Les propriétés qu'on a des qubits aujourd'hui, qu'on n'a pas sur les bits, c'est la première, c'est les superpositions d'états, où on peut stocker, entre guillemets, une altération de plusieurs états. Et cette altération, c'est ket de phi, c'est égal à alpha ket 0 plus bêta ket 1. C'est-à-dire que alpha et bêta, ce sont des facteurs qu'on va pouvoir jouer dessus pour pouvoir stocker de l'information. Je vous ai mis un petit peu comment la définition, ce que doivent respecter alpha et bêta. Sur alpha absolu d'alpha carré plus bêta absolu bêta carré, ça doit être, je ne sais plus, égal à 1. Et ça doit appartenir au champ complexe. Donc vous voyez qu'on commence déjà à aller dans le dur du sujet. Mais en tout cas, on peut représenter un qubit comme alpha ket 0 plus bêta ket 1. En termes de propriétés des qubits aussi, on a ce qu'on appelle des intrications quantiques. On va pouvoir intriquer, donc corréler deux qubits, ce qui fait que quand on les corrèle, si on mesure un qubit, forcément l'état de l'autre est fixé aussi. Si par exemple, quand on mesure ket, le premier qubit est ket 0, potentiellement le deuxième qubit, on sait très rapidement que c'est ket 1 parce qu'ils sont corrélés. Et ce, quelle que soit la distance qui les sépare. Ça peut être un à l'autre bout de l'univers et l'autre ici. On saura par définition qui vaut quoi. Alors ça, c'est intéressant puisqu'on commence à découvrir qu'on peut faire du parallélisme sur les qubits, puisque si on a plein de qubits ensemble et qu'on les manipule, lire la propriété d'un qubit fixera la valeur de tous les autres. D'accord? Donc en une fraction de seconde, on a fait le calcul de tous les qubits. Alors vous voyez ici un exemple avec des photons. Comment faire des photons qui sont polarisés et qui sont intriqués. Et donc du coup, en sortie de l'appareil, on a deux photons qui sont complètement intriqués. Et encore une fois, la mesure de l'un donne la valeur de l'autre. Ensuite, je me suis intéressé à comment on fabrique un qubit. C'est quoi un qubit en fait? En fait, un qubit, ça peut être pas mal de choses. C'est par convention. Donc dans le terme du qubit, dans le terme du bit, c'était 0 et 1, c'est s'il y a du courant, s'il n'y a pas de courant.
Et ben là, par convention, on va prendre, par exemple, si je prends l'électron, on va prendre le spin de l'électron. Alors, c'est quoi le spin de l'électron? C'est une propriété intrinsèque de l'électron qui peut être représentée comme un mouvement angulaire de l'électron. Alors, l'électron ne tourne pas sur lui-même, c'est une représentation qui est fausse. Mais en tout cas, si vous voyez à droite, ici, s'il tourne à gauche, donc on va noter ce qu'on appelle plus 1,5, et la flèche va être orientée du sud vers le nord, et s'il tourne à droite, ça va être dans l'autre sens. On peut prendre aussi le nombre d'électrons. Si on a plus de 1000 électrons, bah, le qubit il est à 1. Si on a moins de 1000 électrons, le qubit il est à 0. Au niveau des photons, on peut jouer sur la polarisation. Donc la polarisation, c'est quoi? C'est juste si l'onde elle est verticale ou horizontale, et on va pouvoir filtrer là-dessus. Au niveau des ions, on peut prendre le spin aussi. Bref, on n'a pas encore de consensus là-dessus. Chez Google, on travaille sur ce qu'on appelle des ion trapped, qui sont des ions trappés, capturés en français. D'autres, comme Alice et Bob sur les électrons. Bref, en tout cas, il y a plein de choses. Mais pour prendre un qubit, ça va être la propriété intrinsèque de la particule qu'on veut manipuler. Par contre, il y a un gros problème sur les qubits, et je vous ai montré tout à l'heure une grosse photo avec un gros temps de refroidissement. C'est ce qu'on appelle la décohérence quantique. Alors la décohérence quantique, c'est que un qubit, pour le mesurer, savoir s'il est soit 0, soit 1, il faut qu'il soit dans un état stable. La moindre perturbation électromagnétique fait ce qu'on appelle des bit flips ou des phase flips. Ça veut dire que le qubit va juste switcher d'état et l'état va être complètement incohérent. Donc ça veut dire que la mesure sera fausse et donc du coup on va avoir un résultat faux et on ne va pas pouvoir continuer à travailler. Donc c'est aujourd'hui le plus gros problème qu'on essaye de corriger. Donc la décohérence quantique, quand je vous parlais que Alice et Bob avaient fait un qubit qui durait 10 minutes, c'est vraiment un record du monde parce que 10 minutes à maintenir un qubit dans un état cohérent sans qu'il change d'état, quelles que soient les perturbations électromagnétiques, ça veut dire même un neutrino qui passe à travers la matière qui va décohérencer le qubit, c'est très compliqué. Pour faire ça, on a plusieurs techniques. Alice et Bob travaillent sur les qubits de chat, alors ça s'appelle vraiment comme ça, rapport au chat de Schrödinger. Donc on ne sait pas dans quel état il est, mais donc ils travaillent là-dessus. Et les qubits de chat sont résistants soit au bit flip, donc switcher de quête 0 à quête 1, soit de quête 1 à quête 0, soit au changement de phase. D'accord? Donc il faut imaginer qu'un qubit il est dans une certaine phase. Si on lui envoie une perturbation électromagnétique, il va être déphasé. Et donc du coup, soit on fait des qubits de chat, soit on multiplie le nombre de qubits qu'on a sur l'appareil. Et statistiquement, si 90% des qubits sont dans le même état, on va considérer que le qubit global est dans le même état. Alors, chose importante, quand on parle de qubits, vous allez voir beaucoup d'annonces de pas mal de choses. Malheureusement, on n'a pas de vrais qubits, en fait. On n'a pas un seul et vrai qubit. Ce sont plein de qubits qui, ensemble, font un qubit virtuel pour justement pouvoir se prémunir de tout ce qui est décohérence quantique. Donc, nous, on a annoncé 72 qubits. Je crois qu'IBM a annoncé 1000 qubits. Voilà. Donc, c'est des effets d'annonce. Ça dépend comment on les calcule. Mais en tout cas, c'est vraiment le plus gros problème aujourd'hui qu'on essaie de résoudre. Donc, vous voyez que on n'est même pas rentré dans le détail d'un ordinateur quantique. On a déjà des problèmes qu'il faut résoudre. Et vous allez voir que ce n'est pas forcément gagné. Une fois qu'on a parlé de qubits, une fois qu'on a expliqué un petit peu comment on crée un qubit, les challenges sur lesquels on va essayer de travailler pour pouvoir maintenir un qubit dans un état normal, on va vouloir les manipuler. Donc manipuler des qubits, ça passe par la création de portes logiques quantiques. Et je vais vous en expliquer quelques-unes. Une des questions qui m'avait été posée dans une autre conférence, c'est mais comment on fait des portes logiques quantiques? Parce que autant je peux comprendre comment faire un et un ou avec des transistors, parce que c'est des choses qui sont physiques, autant sur les portes logiques quantiques, ça dépend. Parce que faire changer d'état un photon qui est immatériel, c'est un peu compliqué. Donc apparemment, il y a des choses qui existent avec des ondes micro-ondes qui manipulent la particule. Donc il n'y a pas d'appareil de porte, enfin d'appareil physique réel. C'est beaucoup à base de laser, à base de micro-ondes, à base de manipulation de particules. Et donc du coup, on va les mettre dans un état qu'on va espérer le plus long possible pour pouvoir après justement faire les calculs. Alors au niveau des portes logiques,
La plus simple, la plus connue, c'est la porte identité. Donc à chaque fois, vous avez le petit symbole à droite de la porte, donc c'est un petit i. À gauche, vous avez toujours quête 0, donc qui est le qubit que je veux manipuler. Et au milieu, vous avez la matrice qui correspond à la porte identité. Donc la porte identité, imaginez ça le plus simplement du monde, ça peut être un fil dans le monde normal, dans le monde que vous connaissez. Et en dessous, vous avez les multiplications de matrices. Donc ceux qui ont fait des maths, ça vous rappelle des choses. Quand on prend une porte identité et qu'on l'applique à quête 0, donc là, la deuxième ici, hop là, on voit qu'en faisant des multiplications mathématiques, on se retrouve toujours avec quête 0. D'accord ? Donc là, j'ai rien fait, mais ça va être utile dans la suite pour faire d'autres portes. Donc on a notre porte identité, la toute première. Ensuite, on peut avoir la porte non. D'accord ? Donc la porte non, c'est on inverse le qubit. Donc de quête 0, on passe à quête 1. Donc de 1, 0, on va passer à 0, 1. Et on appelle celle-là la porte aussi poly-X. Alors poly-X, si je ne me trompe pas, et je pense que je vais me tromper, c'est un mathématicien, là c'est français ou pas, je crois qu'il est français, qui a fait énormément de calculs et de théorèmes sur les matrices, et c'est ça qui a pu donner, on a pu commencer à travailler sur les qubits, puisque ça vient globalement de ces théorèmes sur les matrices. Donc on a la porte non, okay, et on a une porte qui est la plus importante, ce que vous devez connaître en quantique, c'est la porte de Hadamard. Même principe, Hadamard, je crois que c'était un français. Alors Pauli n'était pas français, là, Pauli était peut-être européen et Hadamard est français. Le principe, c'est quoi? Ça peut être représenté comme 1 sur racine de 2 de la matrice que vous voyez là-haut. Et en gros, pour vous expliquer ça le plus simplement du monde, vous avez un qubit qui est à quête 0, vous le faites passer dans la porte de Hadamard, et vous avez une superposition quantique de la moitié de quête 0 et la moitié de quête 1. Donc on a créé de la randomness. En français, je ne l'ai plus en français, je vais le retrouver, juste en faisant passer ça dans la porte de Hadamard. Ce qui fait qu'on va pouvoir mettre les qubits dans des états qu'on veut avoir pour pouvoir les manipuler derrière, pour en faire des algorithmes. Donc la porte de Hadamard, même principe, j'ai filé tous les calculs si vous voulez en dessous, et on se retrouve bien sur 1 sur racine de 2 et 1 sur racine de 2 qui représente 50% de quête 0, 50% de quête 1. Une des propriétés de la porte de Hadamard, c'est que si vous rappliquez la porte de Hadamard sur elle-même, vous retrouvez le qubit initial. Alors, les mathématiques. Vous avez le Hadamard de quête 0 et le Hadamard de quête 1 qui vous donnent quête plus et quête moins respectivement. Donc, c'est les états superposés qu'on va noter quête plus et quête moins. Et si vous réappliquez Hadamard sur quête plus et quête moins, vous retrouvez quête 0 et quête 1. Okay, donc, imaginez que quête 0, Hadamard, ça fait quête 0. Okay, quête 0 Hadamard, ça fait superposition quantique. Oui, c'est un peu hardcore à comprendre. Et ça, c'est simple. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que c'était simple, parce que je vous ai un petit peu menti depuis tout à l'heure. Un qubit, c'est pas aussi simple que quête 0 et quête 1, sinon ça aurait été beaucoup trop simple. Un qubit, ça peut être représenté sur ce qu'on appelle une sphère de blocs, donc une sphère en 3D. Et ce qu'on appelle quête 0 et quête 1, enfin quête phi en tout cas, c'est ce petit vecteur ici. Okay. Ceux qui ont fait des maths peuvent voir qu'on peut représenter le vecteur comme des coordonnées polaires. Donc on l'a en dessous, hein, cos de θ sur 2, quête 0 plus exponentielle de i, je ne sais plus quoi, sin de θ sur 2, quête 1. Okay. Et en gros, voilà, la sphère de blocs, ça veut dire que le qubit, l'information peut être encodée sur n'importe quelle face du qubit. Ce qui fait que là où on avait quête 0 et quête 1 qui étaient assez simples à comprendre, on se retrouve avec des coordonnées polaires et des choses qui sont mathématiquement très compliquées. Et c'est là où j'ai commencé à décrocher parce que c'est très très compliqué. En tout cas, sachez qu'avec les sphères de blocs, on peut encoder de l'information effectivement par rapport à des vecteurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un petit site que je vais vous ouvrir qui justement permet de manipuler tout ça. Là, vous avez votre sphère de blocs ici. Ici, vous avez l'équation de quête de phi. Et à gauche, vous avez la probabilité d'avoir quête 0. Donc là, pour l'instant, la probabilité d'avoir quête 0, c'est 1, puisque ma flèche ici, elle est sur quête 0. Mais si je m'amuse à mettre quête 1, donc ma flèche, elle redescend en bas, donc j'ai quête 1. Et la probabilité d'avoir quête 0, elle est à 0, puisque je suis quête 1.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que sur ces qubits-là, donc je vais mettre à quête 0, on peut appliquer des portes non. Donc la porte X, donc c'est poly X, on va l'appliquer et vous voyez que ça fait l'inverse. On avait quête 0, on a quête 1. Et si on réapplique, de quête 1, on passe à quête 0. OK. On a la porte de Hadamard juste là, ou si on a quête 0, on applique la porte de Hadamard. On se retrouve avec quête plus, hop, qui est juste là, où on a 50% de probabilité d'avoir quête 0 et 50% de quête 1. OK. Donc là, on commence à pouvoir manipuler. Je vais garder cet onglet-là de côté, parce que je vais y revenir juste après, et vous allez voir pourquoi. Full screen, voilà. Et donc en vrai, c'est là où on commence à rentrer dans le vrai du dur, où on commence à avoir des portes qui sont très complexes, comme poly Y, où là, on va commencer à manipuler avec des matrices qui sont complexes, et avec des coefficients de moins I imaginaire de bêta plus I imaginaire de alpha. Et en tout cas, voilà, vous avez poly Y. Là, on va travailler sur l'axe Y de la sphère de bloc. Je vous la remontrer. Sur la sphère de bloc, vous avez 3 axes. Vous avez l'axe X, l'axe Y et l'axe Z. Et on va pouvoir chacun travailler sur chacun des axes pour pouvoir déplacer le vecteur et le mettre là où on veut. Donc on a poly Y, on a poly Z, même principe. On a alpha de quête 0 moins bêta de quête 1, avec toutes les mathématiques derrière. Et si on revient sur ma sphère de bloc, ici, si je remets dans un état initial de quête 0, on voit qu'on va pouvoir, avec la porte poly Y, non seulement changer ici de quête 0, on va passer à quête 1, mais aussi, je ne vous ai pas montré depuis tout à l'heure, ici, travailler sur la phase du qubit, en passant de 0 à pi sur 2, de pi sur 2 à pi, de pi sur 2 à 0, etc., etc. Et sur l'axe Z, alors sur quête 0, ça ne fait rien, et sur quête 1, voilà, on va juste changer la phase de 0, on va passer à pi, de pi, on va passer à 0. Donc, ce qui fait que si je manipulais des qubits, je peux m'amuser à passer avec une porte de Hadamard, puis après avec une porte de poly Y, puis avec une porte de poly Z, puis après une porte de poly X. Et vous allez voir que ça va changer les phases et aussi l'axe du vecteur. Et on va se retrouver avec des équations mathématiques derrière, donc qui sont assez compliquées. Mais typiquement, quand on va passer ça dans les algorithmes, on va avoir des résultats qui sont assez intéressants. Tac. Donc, si je reviens sur les slides. Donc là, depuis tout à l'heure, je vous parle de la manipulation d'un seul qubit. Okay, donc on est capable de manipuler tous les qubits. Avec des portes un peu plus évoluées, on peut manipuler plusieurs qubits. Donc là, on a 2 qubits, qubit 0 en haut et qubit 1 en bas. Et en fait, la porte C-note ou contrôle X va juste inverser le résultat de la porte au-dessus. Si je me rappelle bien, si quête 0 est en haut et qu'on passe quête 1 en dessous, ça devient quête 1. Et si on reste à quête 0 en dessous, ça reste à quête 0. Donc on va pouvoir contrôler l'action du qubit par rapport à ce qu'il y a en dessous. Et je vous ai parlé de la porte la plus importante à connaître, c'est la porte de Hadamard, parce que la porte contrôle 0, si on applique 2 portes de Hadamard avant, une porte contrôle note et 2 portes de Hadamard après, on se retrouve avec l'inverse de la porte contrôle note. Donc on a inversé les qubits, et c'est comme ça qu'on va pouvoir commencer à créer des circuits quantiques. Il y a la porte contrôle Y qui est à peu près le même principe. On va manipuler sur les phases, et la contrôle Z, c'est pareil, même principe, on va manipuler pas mal de choses. On peut swapper aussi les qubits entre eux. Donc imaginez, vous avez Q0 et Q1. En sortie, vous avez Q1 et Q0. Alors je ne vous ai pas expliqué, mais effectivement, le schéma, il faut le lire de gauche à droite en disant que le premier trait en haut, c'est Q0, le deuxième trait, c'est Q1, le troisième trait, c'est Q2, etc. Il faut le lire de gauche à droite. On a des portes qui manipulent les qubits, et en sortie, on a derrière le résultat. Donc on a nos fameuses portes quantiques. Et évidemment, pour manipuler des qubits, il va falloir pouvoir les stocker quelque part. Et on appelle ça des systèmes quantiques, des registres quantiques, pardon. Et la différence entre un registre normal et un registre quantique, c'est que dans un registre normal, quand on a 4 bits, on peut stocker 2 puissance 4 valeurs, 0, 1, 2 ou 3. Dans un registre quantique, on peut stocker les 2 puissance n possibilités de chaque qubit, ce qui fait que plus on a de qubits, plus on peut stocker d'informations. On avait estimé à 100 qubits le fait qu'on puisse stocker l'intégralité de l'univers dans un système quantique. Alors c'est pas vrai, mais parce qu'on a 2 puissance 80 particules dans l'univers, donc 2 puissance 100 on aurait été large. On est à 1000 qubits aujourd'hui, on n'arrive même pas à simuler un algorithme de Shor.
En tout cas, vous voyez que les registres quantiques, si on peut les stocker, à la fin, on peut avoir des registres quantiques qu'on peut manipuler. Un des avantages aussi des qubits, c'est ce qu'on appelle des états de Bell. C'est quand on va intriquer de manière maximum 2 qubits. Ce qui fait que quand on intrique les 2 qubits, là, 0 et 0, avec une porte de Hadamard et une porte de contrôle note, on arrive à un état de Bell qui est l'intrication complète de ces 2 qubits. Et donc la mesure de l'un va pouvoir déterminer la mesure de l'autre automatiquement et assez rapidement. Et ça va être super important dans les algorithmes. Je vous passe les détails. Voilà les formules mathématiques des états de Qubel, des états de Bell, pardon. C'est là où, pareil, je commence à décrocher parce que c'est trop compliqué. On peut faire la téléportation quantique aussi. Alors ça, c'est super intéressant puisqu'on peut aller envoyer de l'information dans un autre système sans transporter physiquement le système. Et typiquement, si vous avez vu des annonces il y a peut-être 3-4 ans sur des communications quantiques entre les satellites et la Terre, c'est ce genre de système qu'on utilise. Sachant que ce petit appareil-là, c'est juste un appareil de mesure pour dire quel est l'état du qubit une fois que je le mesure. Et un des principes d'un système quantique, c'est que tant qu'on ne le mesure pas, tant qu'on ne le regarde pas, l'état est, on va dire, dans une cohérence quantique, ça veut dire qu'on ne connaît pas les résultats. Dès qu'on mesure précisément un qubit, tout le système se fige et tout le système a la valeur qu'on a voulu fixer quand on le lit. Ça va devenir un peu plus concret juste après, vous inquiétez pas. Du coup, on a nos qubits, nos portes logiques, on commence à faire des circuits quantiques. Donc voilà un exemple de circuit quantique avec des portes dont je ne vous ai pas parlé, ici des portes de Toffoli qui sont mathématiquement beaucoup trop complexes. Mais en tout cas, vous avez un petit peu maintenant un avant-goût de ce que c'est. Vous avez vos registres quantiques sur le côté, de Q0 à Q4, les portes de Hadamard, les contrôles notes, les manipulations de qubits ici, de 2 qubits, etc. Et en sortie ici, vous avez un état stocké d'informations dans le qubit qu'on peut mesurer. Et c'est comme ça qu'on fait des circuits quantiques. Maintenant que je vous ai expliqué ça, la chose la plus simple que je peux vous expliquer et que vous puissiez comprendre, c'est la création d'un générateur de nombres aléatoires. Alors vous savez que sur un système comme un PC, on n'a pas de vrai système de génération de nombres aléatoires, on a des pseudo-nombres aléatoires, donc c'est de la pseudo-generation. Et grosso modo, les attaques sur les clés RSA ou les attaques sur les systèmes chiffrés se font par essayer de trouver le seed, donc la petite graine qu'on a mis au démarrage pour pouvoir générer des nombres, puisqu'après tout le reste c'est de l'algorithmie et on peut en déduire les nombres actuels et futurs. Par définition, un système quantique à 50% de 0 et 50% de 1, c'est complètement aléatoire. C'est comme si vous tiriez une pièce à pile ou face pendant 1000 fois, vous allez avoir 50% de pile et 50% de face. Donc si on prend des qubits de Q0 à Q4, qu'on passe une porte de Hadamard, donc je vous rappelle la porte de Hadamard, ça met dans un état de superposition soit 0 soit 1, à 50%, 50%, et qu'on mesure après, en sortie sur ces 5, on a un nombre qui est complètement aléatoire. Ça, c'est la chose la plus simple qu'on peut essayer de comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre de technologies sont utilisées, par exemple chez OVH, pour générer des nombres aléatoires, pour générer des certificats TLS. Ce qui fait que potentiellement, les certificats TLS sont inviolables, puisqu'on n'a pas le nombre aléatoire qui a servi pour générer le certificat. Et en termes d'algorithmie, donc là on va passer un cran dessus, donc on a les circuits logiques. En termes d'algorithmie, l'un des premiers exemples qu'on a eu, c'est l'algorithme de Dutch-Joja, je ne suis pas polonais, mais en gros, c'est le premier algorithme qui a prouvé que les circuits quantiques pouvaient accélérer le traitement de l'information. En gros, le principe, c'est quoi? C'est savoir si soit une fonction elle est constante, donc soit elle est tout le temps à 0 ou tout le temps à 1, quelles que soient les entrées, soit elle est équilibrée, ça veut dire 50% de 0, 50% de 1. En gros, en traditionnel, on a besoin de la moitié des informations plus 1 pour savoir si elle est équilibrée ou constante. Parce que si elle sort tout le temps 0 et qu'à la moitié plus 1, il y a un 1, donc elle est équilibrée. Là, en quantique, avec ce genre d'algorithme, en une seule évaluation, donc en une seule fois, on est capable de savoir si oui ou non la fonction elle est constante. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert juste à prouver que c'est ça qui a prouvé que le quantique pouvait accélérer les choses. Ensuite, on a des algorithmes type algorithme de Grover
qui nous permettent de rechercher des éléments dans n éléments non classés. Alors évidemment, moi je travaille chez Google. Trouver des éléments dans le web, donc non classés, c'est un peu notre métier. Avec cet algorithme-là, donc de Grover, on est capable de diviser le temps par 2. Donc on a besoin de 2 puissance n recherche en probabilistique contre 2 puissance n sur 2. Du coup, on divise par 2 le temps de traitement. Et sur des informations qui sont énormes, vous pouvez voir l'intérêt. Voilà l'algorithme qui sert aujourd'hui à faire de la recherche avec l'algorithme de Grover. Et vous voyez que plus on a de qubits, plus on a de portes logiques, plus le traitement peut être rapide. Et enfin, celui qui a donné lieu à ce talk-là, en tout cas pour moi, l'algorithme de Shor, qui permet justement de casser les chiffrements avec les publics, donc tout ce qui est RSA, ECDSA, ce que vous voulez, etc. Aujourd'hui, avec l'algorithme de Shor, techniquement, ça peut être cassé. Alors, je vous rassure, on n'arrive pas aujourd'hui à casser des clés RSA avec du quantique. C'est purement théorique, puisque pour casser un algorithme de Shor, on estime à plusieurs dizaines de millions le nombre de qubits qu'il faudrait pour pouvoir cacher des clés RSA. Ceci n'empêche pas donc le monde entier d'avoir travaillé sur des algorithmes post-quantiques, donc qui sont résistants à cet algorithme de Shor-là, et à des gouvernements, typiquement, de stocker aujourd'hui tout ce qui passe sur Internet, même de manière chiffrée. Parce que si d'ici 5 à 10 ans, on est capable de déchiffrer ces informations-là, on est capable d'avoir accès à des renseignements qui sont hautement stratégiques sur le pays, potentiellement du nucléaire, je sais pas moi, du militaire, des investissements, quoi que ce soit. Et donc du coup, ça se passe en ce moment même là, où on stocke énormément d'informations qui sont chiffrées, en espérant qu'un jour, on puisse le déchiffrer. En termes d'algorithmie pure et dure, donc vous voyez qu'à gauche, ici, vous avez un nombre incalculable de qubits. On applique une porte de Hadamard, on applique à droite ce qu'on appelle une transformée de Fourier quantique, qui est une black box là-dessus. On mesure à la fin, et par la magie du quantique, quand on va mesurer tous les qubits, seul le qubit qui détient la bonne information va, on va dire, s'illuminer, et derrière, on pourra avoir le résultat en un claquement de doigts, et non pas attendre plusieurs milliers, voire millions d'années, comme c'est le cas actuellement. Vous avez un exemple de comment on représente l'algorithme de Shor. Dans la vraie vie, en ce moment, ce sont des choses sur lesquelles on travaille. Même moi, je suis de loin tout ça chez Google. Typiquement, un des premiers secteurs sur lesquels on va pouvoir mettre de l'algorithmie, c'est la finance. Aujourd'hui, il y a des vraies banques qui travaillent dessus pour pouvoir améliorer les simulations, ce qu'on appelle de Monte Carlo. En gros, quand on fait de la finance, on fait des calculs de risque. Pour faire des calculs de risque, on fait simulation de Monte Carlo. Ça veut dire qu'on va faire plusieurs G, voire des centaines, voire des milliers, voire des centaines de milliers de fois la même simulation, voir le résultat et en faire une moyenne pour savoir si oui ou non c'est risqué. Avec le quantique, ça peut se faire en quelques secondes. Et donc, on va être capable d'avoir une estimation du risque financier assez rapidement. En chimie aussi, si on pouvait faire du quantique sur le repliement des molécules, effectivement, on pourrait créer de nouveaux médicaments assez rapidement. La simulation, c'est pareil. Au niveau de la météo, si on pouvait aussi avoir du quantique, donc avoir le résultat en quelques secondes, plutôt que d'avoir besoin des supercalculateurs aujourd'hui qui prennent quelques heures, voire quelques dizaines d'heures pour pouvoir simuler la météo tous les jours, on serait plus rapide. Il y a aussi le déplacement, donc l'optimisation des parcours entre les bateaux, les avions, etc. Ce sont des choses sur lesquelles on travaille. Et enfin, la cryptographie, j'en ai parlé, décryptage de chiffrement à clé, génération de nombres aléatoires. Mais imaginez aussi qu'on pourrait potentiellement chiffrer des communications sur Internet qui seraient indéchiffrables, puisque à partir du moment où on va commencer à vouloir déchiffrer cette communication-là, il va y avoir une perturbation au niveau des qubits. Le qubit va être en décohérence et donc du coup on va savoir que la communication est en train d'être déchiffrée et on va pouvoir complètement couper la communication. Et ce sont des vraies choses qui se passent en ce moment. Je sais j'ai vu un tweet de Macron qui disait Cocorico, on a eu notre premier échange entre je ne sais plus quel pays et la France en quantique. Ce sont des choses qui existent vraiment. C'est pas de la science-fiction. Pour conclure,
sur quoi vous dire sur le quantique. J'en parlais encore mardi avec un physicien sur du quantique. Il faut comprendre qu'on est vraiment qu'au début de l'informatique quantique. Imaginez-vous, dans les années 70, sur l'IA avec les perceptrons, on a les concepts, mais on n'a pas encore la technologie suffisante pour faire du quantique à l'échelle. On a beaucoup de problèmes à résoudre aujourd'hui. C'est les corrections d'erreurs, le nombre de qubits, avoir des algorithmes qui soient efficaces. Typiquement, Alice et Bob est en train de travailler dessus. Mais ce sont des choses qui arrivent. On estime au mieux à 5-10 ans d'avoir les premières applications concrètes. D'accord ? Donc on a toute la théorie, mais maintenant il faut trouver les applications concrètes, en tout cas le hardware. Mais en tout cas, ça améliorera beaucoup de secteurs, potentiellement comme l'a fait l'IA ou comme l'a fait le transistor aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'essaye de suivre. Pour information, donc, mon pote chez Google m'a envoyé des white papers sur le quantique. Je n'ai pas tout compris, parce que c'est tellement compliqué. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment qu'au début et on a beaucoup de problèmes à résoudre pour l'instant plutôt que l'appliquer réellement. Il me reste à peu près 5 minutes pour les questions. J'ai fini. Vous avez un QR code ici sur Open Feedback si vous voulez me faire un retour. Le talk était bien, pas assez de démos. J'aurais voulu inclure des démos quantiques avec notre framework qui s'appelle Cirque, où on peut jouer avec des vraies machines quantiques. Mais manque de temps, malheureusement, je n'ai pas pu. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça a été clair? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que vous trouvez ça nul? Je ne sais pas. S'il y a une question. Je crois qu'il y a un micro qui arrive. Sinon, je peux répéter, il n'y a pas de souci. Test. Ouais. À un moment, vous parliez de figer un système pour en mesurer la valeur. Oui. Concrètement, comment ça se passe en fait? Parce que ça tourne, mais il faut mesurer l'info pour l'extraire. Oui. Alors, comment ça se passe concrètement? Alors, en gros, concrètement, comment ça se passe, c'est que au niveau des circuits quantiques, si on résume, on va juste appliquer des portes sur des qubits pour manipuler l'information. D'accord? Donc, on va dire on a 10 qubits dans un état quête 0. On va lui envoyer des lasers, des micro-ondes, quoi que ce soit, etc. On va les manipuler. Tant qu'on fait ça, on les manipule. Le qubit est en cohérence, donc ça veut dire qu'il est bon il est bien probabilistiquement. À partir du moment où on va mesurer sa valeur, donc on va la lire, donc on va regarder vraiment son vecteur. Là, ça va figer absolument tout l'état, puisque si on fait des mathématiques, dans un système quantique, donc ce qu'on appelle une fonction d'onde. Donc on a des équations mathématiques avec les fonctions d'onde. Quand on lit l'état de la fonction d'onde, on a ce qu'on appelle, on collapse la fonction d'onde. Donc ça devient une valeur de tout l'état. Donc à partir du moment où on lit un qubit ou tout le système est entre guillemets figé et on ne pourra plus le changer. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez vu l'expérience sur les fentes de Young. Si on ne mesure rien, ça se comporte comme une onde. Si on mesure, ça se comporte comme une particule. Le fait de mesurer a fixé soit à gauche, soit à droite la particule. Et donc, du coup, quand on mesure quelque chose, ça fixe l'état. Donc, on collapse. Et du coup, c'est comme ça qu'on lit l'information. Oui. Alors, dans les circuits, comment on mesure concrètement? On va juste lire, entre guillemets, regarder l'état du photon avec un capteur. Typiquement, quand on prend une photo, le fait de prendre une photo sur le capteur, ça va figer le pixel. C'est le même principe sur les photons. Sur les ions, ça va être mesurer son spin. Tout à l'heure, on parlait du spin, donc on va mesurer son spin. Et donc, quand on mesure son spin, il n'est plus dans un état 50-50, mais il est vraiment fixé et tout l'état est fixé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je vous ai endormi après le repas, malheureusement? Il y a une autre question juste derrière. Bonjour. Du coup, je me demandais à quoi ça ressemblait physiquement, par exemple, une porte logique en quantique. Alors, c'est ce que j'expliquais, effectivement. Une porte logique, physiquement, ça ressemble à pas grand-chose, puisqu'on envoie des micro-ondes pour manipuler la bête. Je ne sais pas si vous voyez un peu les systèmes dans les universités avec les lasers sur les grosses tables. Ça, c'est un processeur quantique. Voilà, c'est un processeur quantique, on va dire, théorique. Ensuite, on va l'encapsuler dans un vrai processeur. Il est grand comme ça.
c'est une puce. Et on a tout le système au début, là, toute la tour de refroidissement en dessous, mais la puce elle est juste en dessous. Et en gros, il faut voir ça comme on manipule bit par bit, donc on va les changer. Et c'est l'un des seuls processeurs où on peut manipuler des bits. Quand on achète un Intel ou un AMD, les bits sont figés, entre guillemets. On va juste niveau logiciel, manipuler et coder le truc. Ça ressemble plus à un FPGA qu'un processeur, en gros. Mais oui, physiquement, il n'y a pas de porte de petits composants en disant ça c'est une porte A, ça c'est une porte U. C'est le fait d'envoyer des ondes qui vont faire switcher le vecteur au milieu, qui vont dire là j'ai appliqué une porte Hadamard. Voilà. Il y avait une autre question. Le monsieur en vert dans la salle, j'ai vu. Bonjour. Dans les améliorations, justement, les recherches qui sont faites, vous avez beaucoup parlé de la stabilisation des qubits. J'imagine qu'il y a aussi des recherches, par exemple, sur les systèmes de refroidissement pour améliorer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme piste de recherche pour améliorer les systèmes quantiques? Alors, aujourd'hui, de ce que je peux en voir, il n'y a que ça. Pour l'instant, on va limiter la décohérence quantique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 1 an ou 2 de l'annonce qui a été faite en Corée du Sud sur trouver un superconducteur à température ambiante. Ça pourrait être un axe d'amélioration d'avoir un processeur à température ambiante et à pression ambiante dans nos téléphones, puisque les supraconducteurs, c'est un des axes de recherche aussi pour faire des qubits. Donc, je disais, soit il y a des ions, soit il y a des photons. Mais les supraconducteurs, ça peut être un axe de recherche aussi. Je pense que déjà, le fait de ne pas avoir de décohérence quantique, donc avoir un vrai qubit, sans avoir de multiplication de qubits pour pouvoir faire un qubit virtuel, c'est un bon axe. Et ensuite, derrière, on cherche à multiplier le nombre de qubits, parce que plus on a de qubits, plus on peut faire des choses rapidement. C'est à peu près les axes de recherche en ce moment qui se passent. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Les 5 minutes sont passées. N'hésitez pas à voter sur Bonne Feedback. Je suis disponible ici où je me balade dans les stands. Et merci encore et bonne conférence.